Très bien, écoutez, on va démarrer maintenant. Donc, comme vous le savez, on traite d'IA générative pour les tests. Et aujourd'hui, on va traiter l'angle de vue des applications. Hein, on avait déjà parlé plutôt de l'angle chat, c'est-à-dire discussion avec un chatbot. Là, on va vraiment s'intéresser au type d'application basées sur l'IA générative qui peuvent nous permettre d'être intégrés dans nos processus de test. Quels sont ces types d'applications? Quelles sont les bonnes pratiques? Comment mettre ça en place dans son organisation? Hein, voilà les thématiques. Alors, avant que je démarre, donc ce webinaire vous êtes présenté par Smart Testing et Upskill for IT, hein. On travaille ensemble en particulier pour finalement diffuser les connaissances sur l'IA générative pour les tests. Et c'est ce deuxième webinaire qu'on fait ensemble. Alors, euh, donc, une très courte introduction concernant Smart Testing, hein. J'imagine qu'une bonne partie d'entre vous savent qu'on est un éditeur de logiciels. On est spécialisé plutôt sur les phases de conception des tests, conception, implémentation, et avec depuis longtemps maintenant un fort tropisme, en tout cas pour intégrer l'IA symbolique, mais aussi aujourd'hui l'IA générative. Donc on a deux produits que vous pourrez retrouver sur le site de Smart Testing, Jest, qui est un outil de conception visuelle de test, et puis Gravity, qui est une plateforme d'observation de l'usage pour les tests de régression. Est-ce que Julien, tu es là pour nous présenter Upskill for IT? Je pense que tu es là. Est-ce que tu peux prendre la parole? Ah, c'est Danka. Bonjour Danka, merci d'être là. C'était synchronisé, mais voilà, j'avais un doute sur qui Bonjour était à la tous. bonne personne. Je vous rejoins à la place de Julien parce qu'il a dû s'absenter et j'ai eu deux, trois petits soucis de connexion, mais c'est bon, j'y suis. Très bien. Enchantée, je suis chef de produit, chef de projet sur la plateforme Upskill for IT et que, comme Bruno le disait, nous sommes partenaires sur cette formation, sur l'intelligence artificielle et le test. Et c'est une plateforme qui relie, on va dire, la formation générale en ligne ou en visioconférence et avec un suivi par le e-coaching par la suite. Donc, le but, c'est de mettre en pratique via des ateliers à rythme régulier tout ce que vous aurez appris lors de la formation. Voilà. Merci Donc, vous Danka. On pouvez fera retrouver le. la formation de Bruno sur notre site, Upskill for IT, ou passer par Bruno. De toute façon, nous sommes les partenaires officiels. Oui, on fait le lien un peu à la fin avec la formation qui est donc plus large que ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, évidemment. Alors, au programme. Ah, il y a un peu d'écho, ouais. Donc, au programme, on va parler de plusieurs sujets connexes autour de ces bonnes pratiques pour intégrer l'IA générative. D'abord, l'acronyme, puisque vous allez souvent m'entendre parler de LLM. Donc, une bonne partie d'entre vous savent ce que c'est, hein. L'IA générative est basée sur des modèles d'IA pré-entraînés. Et ce qui caractérise ces modèles d'IA pré-entraînés, c'est qu'ils sont pré-entraînés sur des très grands volumes de données. En gros, les développeurs comme OpenAI, comme Google, comme Apple, comme Anthropic, pour en citer quatre, vont alimenter ces modèles d'IA, qui sont des grands réseaux de neurones, en les faisant apprendre un ensemble de sources de données extrêmement larges. Et dans ces sources de données, évidemment, il y a des cas de tests, il y a des scripts de tests, il y a des informations sur ce que sont les tests et comment réaliser les tests. Et c'est ça qu'on va évidemment, dont on va bénéficier lorsqu'on utilise l'IA générative. Donc l'acronyme LLM, c'est Large Language Model, parce que ce sont des modèles appris sur des grands volumes textuels qui évidemment s'enrichissent aussi avec des images, vous le savez, aussi avec des vidéos, aussi avec du son. Donc tout ça fait des très grandes capacités, et évidemment, qui nous ont tous bluffés. Donc, lorsqu'on parle des applications, on est aussi amené à parler
de leur mise en œuvre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le LLMOps, hein, donc l'opération des LLM. Donc, on en dira un mot et on évoquera donc deux principales catégories d'applications, les applications pour aller chercher de la donnée de projet, les applications qu'on appelle les agents. Mais je vais rentrer dans ce détail-là, hein, puisque c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Le webinaire précédent de cette série, hein, c'est donc une série qu'on vous a proposée, traitait de l'utilisation en mode chatbot. Alors en mode chatbot, évidemment, clairement pour tout le monde, c'est ChatGPT, mais on peut évidemment requêter Copilot chez Microsoft ou Gemini chez Google ou d'autres modèles qui présentent des interfaces de type chat. Et on l'a vu, hein, dans ce webinaire, donc vous pouvez y accéder en replay sur la chaîne YouTube Smart Testing, hein, vous pouvez y accéder si vous ne l'aviez pas vu la dernière fois. Eh bien, l'élément clé, hein, la technique clé ou l'ensemble des techniques clés sont celles du requêtage, du prompting, hein, dans ce vocabulaire-là, c'est-à-dire comment structurer les requêtes qui sont faites à cette intelligence artificielle, hein, via donc cette interface chat, de telle façon que on ait des réponses qui soient les meilleures possibles, sachant qu'on sait que ces modèles ont des très grandes capacités, mais qui sont aussi sujets à erreur. Et donc, évidemment, il faut maîtriser ça. Les techniques de prompting passent par exemple, décomposer sa requête, par exemple, donner des exemples, cadrer exactement le contexte. Enfin, il y a un ensemble de bonnes pratiques que nous avions vues la dernière fois. C'est un mode, donc le mode chatbot, hein, sur ChatGPT par exemple, qui a beaucoup de valeur et qui correspond à un ensemble d'usages. Mais il y en a un deuxième qui est celui qu'on va voir aujourd'hui, qui est d'intégrer ça finalement dans des applications basées LLM, hein, c'est-à-dire des applications basées sur l'IA qui vont permettre des traitements au service des services IA, au service de l'équipe. Et ça, évidemment, c'est complémentaire, hein. On est amené à utiliser les deux. Et parmi ces applications, il y a ce qu'on appelle le RAG, c'est-à-dire la capacité à aller extraire des informations, par exemple, de ma base documentaire projet, pour pouvoir alimenter ma requête, donc ce que je demande de faire à l'IA ou les questions que je pose à un modèle d'IA. Mais vous verrez, hein, on peut aussi développer des agents qui vont avoir des capacités en particulier de pouvoir réaliser des actions. Donc c'est dans ces détails-là, hein, que je vais rentrer. Donc on voit la complémentarité, hein. L'approche chatbot a vraiment une valeur importante, hein. Je vais remontrer des choses tout de suite, mais les applications d'IA générative vont permettre d'adresser des activités récurrentes, des activités complexes et d'intégrer ça dans mon flot de traitement, de tests, mes projets. Alors, à quoi sert l'IA générative pour les tests logiciels? Donc, j'ai mis quelques exemples là, mais j'ai fait un slide bien plus touffu et on ne va pas regarder sur l'ensemble des items, hein. Vous pourrez le regarder sur la vidéo si vous voulez aller dans les détails. Mais le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est vraiment que l'ensemble des activités de test, hein, les activités d'analyse de test, de conception, d'implémentation, liées aux données, d'automatisation, de reporting, sont vraiment un champ de valeur ajoutée apporté par l'IA considérable pour nos activités. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que on manipule de l'information qui est souvent textuelle. Alors le texte, c'est évidemment des user stories, hein, mais le texte, c'est aussi du code. Le code, c'est du texte, et que ces grands modèles LLM, hein, ces grands modèles d'IA, eh bien leur grande force, c'est d'avoir des capacités justement à traiter ces textes, à l'interpréter de façon sémantique, à faire des liens sémantiques et à être capable de générer, hein, des données nouvelles, de générer des cas de test, de générer du code de test, et que du coup, de ce fait, hein, ça s'applique quand même à beaucoup, beaucoup d'activités qui sont les nôtres. Alors, évidemment, certainement que vous ne voudrez pas tout faire en même temps, mais voilà, ça laisse un champ
extrêmement important pour les mois, les années qui viennent de source de productivité en utilisant l'IA dans les tâches et les activités de test qui sont les nôtres. Le premier donc moyen, hein, la première modalité, c'est celle qu'on avait vue la dernière fois, hein, qui consiste à aller requêter. Hein, donc le terme prompt signifie, hein, qu'on réutilise en français, hein, signifie, dénote cette requête, cette instruction que l'on va faire au modèle dans une interface, hein, et qui nous permet d'avoir une réponse, par exemple générer des cas de test, par exemple aller optimiser et détecter des redondances dans un ensemble de tests existants. Vous voyez, ça, c'est des tâches courantes que l'on peut faire. Et donc, si je prends cet exemple-là, hein, que vous voyez, alors j'ai ici mon prompt. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Hein. Ce prompt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: «Tu es mon assistant de conception de tests logiciels». Alors évidemment, on peut vouvoyer son IA ou on peut la tutoyer. Bah, je tutoie mon IA préférée ou en tout cas toutes celles que j'utilise et je lui donne une instruction: «Génère les cas de test pour la user story suivante à partir des critères d'acceptation donnés et avec une condition préalable». Donc ça veut dire que je l'informe d'abord de quel est son rôle, hein, il est là pour m'assister et ensuite quelle est l'instruction précise et cette instruction, elle devrait être accomplie dans quel contexte, hein, enfin avec quelles données plus précisément. Eh bien, évidemment derrière, alors j'ai séparé pour la lecture, hein, par ce dièse, mais on a la user story qui nous parle de filtres, donc de recherche sur un site de e-commerce. J'ai, ensuite des critères d'acceptation, qui évoquent, finalement le comportement attendu, hein. Et puis, j'ai une condition qui est, finalement les données de test que je sais manipuler. Et donc je lui précise à la fin de quelle façon, le format est attendu, hein. Pour chaque cas de test créé, tu dois proposer un nom au cas de test, les étapes, les résultats attendus, et cetera. Et donc évidemment, j'attends que l'IA, bah, me fournisse des propositions à ça. Donc là, on est maintenant, dans un portail qu'on utilise en interne à Smart Testing, hein. Donc, j'aurais pu vous le présenter sur ChatGPT ou sur un autre outil LLM, mais on a, nous, développé à la fois en interne et pour les formations, hein, formations, dont parlait Danka tout à l'heure, hein, sur finalement l'initiation à ces techniques-là, enfin l'apprentissage de ces techniques-là. On a développé un portail qui n'est pas un portail, qui n'est pas un produit de l'entreprise, c'est vraiment un usage restreint à la formation, mais qui permet de pouvoir utiliser. Alors, vous voyez, hein, il y en a 12 ici, donc 12 différents LLM de 4 fournisseurs différents, OpenAI, Mistral, avec 3 niveaux de modèles, Perplexity avec le modèle Meta, Code-Lama, et puis les derniers modèles anthropiques. Donc, notre objectif là, c'est de pouvoir benchmarker finalement ces modèles sur des cas d'usage de test et en étant voilà, dans les derniers, parce que vous savez que le domaine avance rapidement et de pouvoir être donc avec les modèles les plus performants, mais aussi d'avoir des modèles plus petits parce que ça nous intéresse, hein, de voir comment se comporte un modèle plus petit, parce que si le modèle plus petit fait le job, alors c'est mieux que d'utiliser un modèle plus coûteux. Mais vous voyez. Alors ici, je peux comparer 3 modèles, jusqu'à 3 modèles en parallèle. Là, j'en ai pris 2 et j'ai copié donc, alors je le fais pas en live, hein, pour gagner quelques secondes, mais j'ai copié donc le prompt que vous avez vu précédemment, la requête, hein, qui demande la génération de cas de test. Et puis derrière, j'ai choisi 2 modèles, celui de Mistral, là, le grand de Mistral, et puis un des modèles, une des dernières versions de Claude, mais qui est la version non, la plus petite, en tout cas la moins coûteuse du point de vue de son usage, puisque voilà, mais qui en tout cas suffit sur cet exemple-là, c'est ce qui m'intéresse. Et vous voyez les résultats. Donc, alors, qu'est-ce que je peux noter de ces résultats?
déjà qu'ils sont assez bien formatés, que les modèles ont bien compris, ce que j'attendais, qu'ils ont bien traité le cas, du point de vue de la condition préalable, qu'ils sont à même de me proposer plusieurs cas de test avec des étapes, clairement définies, des résultats aussi clairement définis, qu'il y a une certaine complémentarité entre les 2. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que lorsqu'on utilise plusieurs modèles, on peut augmenter les résultats et que finalement, c'est certainement pas la version finale de ce que je veux faire, absolument pas, mais voilà, j'ai, ici gagné un peu de temps, à la fois on voit bien que je peux reprendre ça, l'exporter et cetera. Donc, on replace bien l'IA à l'endroit où on veut la mettre, c'est-à-dire pour nous assister dans des activités qui sont des activités de traitement de l'information, hein, et puis de génération, mais c'est nous qui sommes, nous, testeurs, concepteurs de tests, c'est nous qui allons exploiter ça pour gagner du temps, mais qui avons le savoir-faire pour finalement décider qu'est-ce qu'on va retenir, comment on va compléter, comment on amende, et puis éventuellement donc s'inspirer des deux modèles que vous voyez, des résultats ici des deux modèles. Donc voilà, ça c'était pour remettre un peu refaire un petit rappel de ce que c'était que le mode prompt, hein, le mode de requêtage direct. Et je dirais que ce mode, il est, à chaque fois que j'ai une tâche un peu nouvelle ou une réflexion à avoir, bah, il est tout à fait pertinent. Il demande à bien maîtriser, hein, encore une fois, ces techniques de prompting. Il y a toute une ingénierie de la requête pour finalement optimiser les résultats. Alors, il y a une question qui se pose, c'est finalement quelle est la qualité. Il se trouve qu'il y a une publication assez récente d'une étude qui, alors, évidemment, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, puisqu'elle n'a travaillé que sur c'est des tests fonctionnels sur 3 thématiques visant à comparer les résultats d'une IA, en l'occurrence, ça doit être GPT-4 de mémoire, enfin, et d'humains, enfin les résultats humains sur la complétude de la couverture à partir de spécifications qui sont données, les deux étant données de la même façon. Donc les requêtes ont été faites et il y a 5 personnes testeurs qui ont été comparées. On regarde les résultats moyens. Le point le plus important que je voudrais mettre en évidence, hein, c'est la synergie. Et ce qui apparaît vraiment intéressant, c'est que finalement, ce qu'apporte l'IA et ce qu'apporte les humains est en général en partie complémentaire et que lorsque on agrège les deux, hein, lorsque l'humain s'appuie sur l'IA, eh bien finalement on va arriver à des taux de couverture, hein, à partir d'un référentiel, hein, qui avait été fait manuellement, mais à partir d'une base disons, d'attente de la couverture de test, bah, à des résultats qui sont quand même pas mal. Ces résultats, c'est quoi? C'est finalement la somme du travail des deux, ou plus exactement, il n'y a qu'un travail, hein, en réalité, c'est celui de l'humain qui va évidemment pouvoir compléter ce qu'il avait proposé avec par ce qui est proposé par l'IA. Donc voilà, cette étude vaut ce qu'elle vaut, mais elle indique le sens, c'est-à-dire le fait que ces IA vont nous permettre d'accélérer, mais aussi de compléter, d'assurer, là sur la conception de test, une meilleure complétude in fine, mais que c'est bien nous qui sommes aux commandes. Alors, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, hein, qui est donc la mise en œuvre dans des applications, hein, pour voir ce que sont ces applications et rentrer dans 2 types d'applications. Basiquement, l'idée, c'est de pouvoir créer des services basés sur ces LLM. Des services, c'est quoi? C'est un traitement qui fait appel via une requête, hein, via un prompt, donc l'ingénierie du prompting est toujours nécessaire, absolument, mais qui va donc pouvoir, par exemple, aller chercher la user story dans un repository de projet agile, par exemple en Jira, aller évidemment requêter avec ces données-là, et puis mettre à disposition, par exemple, dans un outil de test management ou dans une interface conviviale, hein, eh bien, les propositions, les suggestions qui sont faites par l'IA de façon à faciliter donc les choix et les validations et les corrections et les compléments qui seraient faits par le concepteur de test. Donc, vous voyez, on parle bien de services basés LLM qui s'intègrent dans le flot d'activité.
hein, là où, heu, bah, évidemment en mode chatbot, c'est plus au coup par coup d'une certaine façon. Donc là, on parle de traitements, fréquents, récurrents. Il y a 2 types de ces applications qui sont particulièrement intéressantes dans notre domaine, hein. C'est les applications de type RAG qui visent à pouvoir exploiter de l'information interne et puis, les applications qui ont une vocation à être autonomes ou semi-autonomes, hein, qui sont les applications d'agents, donc qui vont évidemment, d'un un cran plus loin et je vais rentrer dans les détails de ces applications. Alors peut-être que j'ai pas donné la règle du jeu pour les questions-réponses, j'aurais dû le faire tout au début, mais il n'est pas trop tard. Donc n'hésitez pas sur, questions-réponses à poser ces questions. Je vais essayer de faire en sorte qu'on s'arrête, à 40 de telle façon, voilà, qu'on ait du temps pour les questions et on essaiera je ne l'ai pas fait encore, sur, les questions résiduelles auxquelles on n'avait pas répondu au dernier webinaire, mais voilà, l'idée que ça soit fait et ça sera fait aussi, pour, ce webinaire-là. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, les questions, à mesure qu'elles viennent, à les mettre dans le chat et plutôt dans questions-réponses. OK, alors rentrons dans le détail de notre focus. Donc, cet acronyme, on s'y habitue, mais comme tout acronyme, c'est un peu pénible, hein, évidemment, au début. Donc, Retrieval Augmented Generation, voilà un type d'application. Et puis les agents, alors agents, on comprend mieux, hein, donc des capacités d'opérer des tâches par un agent IA. Donc, qu'est-ce que c'est que le RAG? Donc, Retrieval Augmented Generation, en un schéma. Donc, je vais essayer mon objectif, c'est que ça soit clair sans rentrer dans la technique, tout en vous faisant percevoir comment ça marche. L'objectif est d'exploiter dans l'utilisation d'un modèle d'IA des données de l'entreprise. Par exemple, vous êtes dans une entreprise qui développe un logiciel, imaginons pour les marchés publics. Il y a beaucoup de réglementaires dans les marchés publics et évidemment, c'est des textes qui sont importants pour l'aspect fonctionnel. Eh bien, certains de ces textes ne sont pas a priori, peuvent ne pas être connus ou bon, prenons l'hypothèse que ces textes ne sont pas connus dans les données d'apprentissage, du modèle, de GPT-3, de GPT-4 que vous utilisez parce que, il n'avait pas eu accès à ces informations-là et pourtant elles sont importantes dans, évidemment, les tâches que vous allez, faire à l'IA. Eh bien, le RAG est fait pour ça. Donc ça consiste en une phase de préparation qui consiste à analyser les documents de telle façon qu'on va segmenter en extraits et encoder ça dans ce qu'on appelle des embeddings, mais qui en gros sont l'encodage numérique classique qui est fait dans les réseaux de neurones. Donc il y a une préparation de la donnée qui permet d'avoir dans une base, non pas sous une forme native, mais sous une forme adaptée aux algorithmes d'IA, l'ensemble de la documentation que vous voulez exploiter. Et ça c'est la deuxième phase, hein, lorsque on réalise donc une requête, eh bien, cette requête va être analysée pour extraire de façon automatique les morceaux de documents, donc pour extraire les extraits documentaires qui sont pertinents par rapport à la tâche demandée ou à la requête ou à la question posée, de telle façon que le système augmente votre requête avant de la passer au modèle IA par les informations privées, par les informations qui, ont, qui sont celles que vous mettez à disposition du système. Donc, en d'autres termes, on va requêter toujours de la même façon, mais en augmentant l'information, en donnant du contexte à la requête au moment où on interroge, et ça de façon transparente, hein, au moment où on interroge donc l'IA pour obtenir une réponse. Et un des grands avantages de ça, c'est que le, le modèle va en premier lieu utiliser ces données-là, hein, qui sont les données de contexte qu'on lui a passées, extrait automatiquement, et être capable de situer sa réponse, d'expliquer sa réponse par rapport à ces documents-là. Par exemple, de dire, euh, tel
donnée de test provient de telle règle métier qui a été fournie dans ces documents-là. Alors, ça a plein ça a plein d'objets, ça a plein d'utilités, hein. J'ai pris un exemple ici, on va le regarder en quelques secondes. Je n'aurai pas sous la main des données privées et puis pas dans l'idée de vous présenter des données privées par construction, puisqu'elles étaient privées. Je me suis dit que, bah, peut-être on pouvait travailler, sur un autre type d'application qui est que les modèles d'apprentissage, hein, les modèles d'IA, ils ont été entraînés jusqu'à une certaine date. Par exemple, GPT-3.5 qu'on utilise aisément sur ChatGPT, date, j'ai plus ça en tête, mais de détails, mais je crois voilà, d'il y a plus d'un an maintenant. GPT-4, c'est plus, il y a eu des mises à jour plus récentes, mais ça date quand même d'octobre ou de novembre 2023. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai besoin de travailler avec une norme, hein, j'ai pris une norme ISO dans notre domaine, qui est le modèle de qualité de l'ISO, et que j'ai besoin de l'intégrer, d'avoir ou des questions sur cette norme-là, qui est paru en mars 2024, il n'y a aucune chance que le modèle, le LLM, l'IA générative, ait été entraîné avec cette information-là. Donc, la passer ou utiliser une approche RAG, hein, la passer dans ces documents-là, bah, évidemment, est très pertinent, puisque sinon, je pourrais poser des questions sur cette norme-là, mais ce chose qu'il me dira, c'est qu'il ne la connaît pas, parce qu'il a appris plus, plus son apprentissage s'est arrêté plus tôt. Bon, je sais pas, on va pas parcourir, on va pas rentrer dans le détail de la norme, hein. Vous voyez, donc cette norme qui est parue en mars 2024, bah, elle est, voilà, elle raconte différentes choses sur les modèles de qualité, en particulier comment on va mesurer les caractéristiques et les sous-caractéristiques qu'on connaît bien de performance, de sécurité, etc. Toutes les caractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles. Voilà, ça c'est ce dont nous parle cette norme-là. Et moi, ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est finalement de me faire aider par l'IA. Et donc, j'ai simplement posé une question. Quels sont les principaux concepts et la structure des modèles de qualité définis dans cette norme? Après avoir passé cette norme-là, hein, donc au travers de l'interface, j'ai un petit bouton. Et le point que je veux souligner, c'est que bien sûr, il m'explique, mais le point important, c'est que il me donne des liens. Sa réponse, il va me la situer par rapport au document lui-même. Il va dire, bah voilà, telle partie de l'information à tel endroit, telle autre partie à tel endroit. Et donc, vous voyez bien, on se projette tout de suite hein, sur cette fonction-là dans notre contexte, qui est que si on a, par exemple, un wiki d'entreprise avec différents documents métiers, ils vont pouvoir être exploités et être utiles, par exemple, lorsqu'on est en train de s'intéresser aux classes d'équivalence sur les données d'assurance, si on est dans l'assurance, etc. Vous voyez, donc c'est une application basée LLM, puisque c'est bien un modèle d'IA générative, un LLM qui est interrogé, mais avec donc cette phase applicative, cette phase de préparation, hein, je reviens à mes slides là, donc cette phase de préparation qui vise à extraire la bonne information pour pouvoir interroger le modèle. Alors, quels sont les avantages? Ben, je viens de les évoquer, hein. On travaille sur les données actuelles, sur des données privées, les données de mon organisation, qui sont certainement pas mises à disposition de OpenAI pour entraîner GPT hein, ou d'un autre fournisseur. Ça a aussi un effet sur l'amélioration de l'exactitude parce que il va pointer, il va pouvoir exploiter des informations spécifiques, donc ça aide à réduire ce qu'on appelle les hallucinations, hein, les erreurs du modèle, et puis ça aide à avoir de l'explication, parce que là, le modèle n'est pas capable d'expliquer sa réponse, hein, vous avez vu ça, les modèles d'IA générative ne savent pas expliquer leur réponse vis-à-vis des connaissances apprises, il y a trop de volume de données, pas il y a trop de combinaisons de données. Par contre, à partir d'un RAG, oui,
Le RAG permet ça, hein, de pouvoir avoir cette explication-là. Après, ben, bien sûr, hein, qu'il y a des points d'attention parce qu'on va avoir une chaîne un peu plus complexe. On en a des temps de traitement aussi, hein, qui interviennent puisque il y a le calcul des extraits, il faut faire la mise à jour. Et puis évidemment, si les données sont de mauvaise qualité, on risque d'avoir plus d'erreurs liées au fait qu'on va exploiter des données qui sont fausses. Donc il faut être très vigilant dans la qualité des données dans une chaîne qui exploite donc cette extraction, hein, qu'on appelle RAG. Et puis il y a d'autres considérations plus techniques sur la façon dont on le configure, hein, ce qu'on appelle les hyperparamètres, par exemple dans la taille des extraits, dans la façon dont on va sélectionner les extraits. Enfin, il y a quand même des petits enjeux techniques. OK, donc premier type d'application, les applications qui permettent d'aller exploiter des données. Deuxième type, les agents. Alors les agents, c'est vraiment le gros truc, hein. Pas que pour le test. Pourquoi? Bah parce que un agent, c'est une application qui exploite la puissance des LLM, des modèles d'IA, mais euh, qu'on va intégrer finalement, pour lequel l'agent va être doté de capacités de raisonnement. Donc, on va aider l'agent on va s'appuyer sur le LLM pour avoir des raisonnements plus sophistiqués que l'on a de façon directe, être capable de réaliser des actions. Alors, évidemment, ça, c'est vraiment une chose, c'est-à-dire de pouvoir directement opérer en utilisant des outils, en étant à même d'évaluer l'action et les résultats de son action, savoir s'il a réussi l'action, et puis d'être capable de mémoriser ce qui s'est fait. Donc tout ça, ça donne évidemment des capacités assez puissantes, hein. Je vais vous montrer un exemple sur lequel on travaille à Smart Testing, donc d'un agent testeur. Et c'est voilà, c'est une architecture qui aujourd'hui est bien documentée, bien outillée. Il y a beaucoup de comment dire, d'environnements qui sont en train d'être ou qui sont disponibles pour pouvoir développer ces agents-là, qui basiquement, hein, sont quand même appuyés sur les LLM, sur les modèles de langage. Alors, lorsqu'on parle raisonnement, hein, qui est quand même le cœur du sujet, il faut avoir en tête que un modèle d'IA générative qui est assez bluffant n'est pas très fort en raisonnement, en fait, parce que ce sont des modèles dont l'algorithme de base est un algorithme qui permet d'aller générer la donnée suivante dans ce qui est le plus vraisemblable par rapport à ce qui a été appris. Donc, c'est pas du raisonnement, là, c'est vraiment un modèle de calcul du token suivant, si vous voulez, du mot suivant. Alors, pour autant, on a des capacités, par analogie, il est capable de retrouver des choses qui s'assimilent à du raisonnement, mais dès que ça devient un peu complexe, c'est quand même plus difficile. C'est pour ça que, par exemple, des problèmes d'arithmétique sont assez difficiles en réalité pour une IA générative, mais qu'on a des moyens d'aider à la qualité de ce raisonnement. Et les moyens, c'est vous voyez, hein, ici à gauche, on a le schéma classique, hein, on a demandé et obtenu une sortie. On peut décomposer nos demandes et ça a beaucoup de valeur. On en avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire y aller pas à pas, par petites tâches, mais on va pouvoir demander au LLM lui-même de réfléchir au plan. Et c'est assez important. Lorsqu'on demande au modèle de structurer et de faire par étapes, il va se mettre en condition justement d'avoir un raisonnement plus élaboré. Et lorsqu'on lui demande d'évaluer le résultat de ces étapes, hein, c'est ce qui est fait ici dans les algorithmes de pensée, c'est-à-dire d'être capable de revenir en arrière, c'est ce que font les agents. Alors là, on arrive à un degré plus élevé de capacité, c'est-à-dire de pouvoir traiter de façon intelligente des tâches assez complexes, hein. C'est ça finalement qui est à la base des agents, ces capacités de raisonnement dans lequel on fait appel au LLM pour structurer les étapes et les réaliser. Alors, le développement qu'on a, hein, là, dont je vais vous parler, il est évidemment un sujet que tout le monde comprend dans notre milieu, hein. Donc, on a des tests manuels et ces tests manuels, hein, donc on a une suite de tests, 4 tests manuels qu'on a développés
donc pour notre application. Évidemment, on a besoin d'exécuter, donc en tant que testeur, on peut exécuter ces tests, on peut les automatiser, ce qui passe évidemment par la création du code. Et l'agent amène une troisième alternative qui est de simuler finalement les capacités d'un testeur manuel sans passer par la case création de code. Alors vous allez me dire, waouh, mais oui, waouh, parce que finalement, ce qu'on invoque dans cette puissance-là, hein, c'est justement ces capacités d'interprétation donc des pas de test par l'IA et la capacité à aller choisir les bons outils dans une panel d'outils pour pouvoir donc réaliser les exécutions. Hein, si je prends donc l'architecture de notre Gérald, c'est le petit nom qu'on a donné à notre agent testeur, hein, notre prototype d'agent testeur. Donc en entrée, on a des cas de tests qui sont des cas de tests en langage naturel qui sont conçus avec notre environnement, avec notre outil de conception visuelle, Yest. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Yest permet d'être assez précis dans la conception de test et il est au service justement de la qualité de la conception de test. Et l'architecture de notre agent, hein, IA, combine les capacités de planifier, c'est-à-dire de pouvoir aller chercher par rapport à l'application. Hein, on traite des applications web, comme par exemple cette image de petite application où on va saisir des données sur le véhicule, sur le client et obtenir donc des résultats du point de vue de l'assurance. Et donc, pour chaque pas de test, le LLM va être capable d'aller chercher les zones et la bonne façon d'aller exécuter l'étape de test avec des clics, des goto, des fils pour remplir des champs, etc. C'est-à-dire l'ensemble des outils que l'agent met à disposition du LLM pour réaliser sa tâche. Donc vous voyez, c'est une structure comme on l'évoquait, c'est-à-dire à la fois des capacités de raisonnement qu'on sur lequel on va qui sont en fait des prompts, hein, des demandes au LLM, au modèle. Derrière la mise à disposition d'outils qui sont les outils d'automatisation, d'exécution automatique, des capacités d'évaluer, donc d'exécuter l'action à partir de ces outils-là, et puis d'évaluer le résultat. Par exemple, si sur une étape de test, un essai pour aller accéder à une zone n'a pas réussi, par exemple, eh bien, il va s'en rendre compte, l'évaluateur va l'indiquer et l'agent va réessayer. Hein, il va réinvoquer, donc là, on va itérer jusqu'au moment où soit on s'arrête, soit on va diagnostiquer un problème dans l'application, ou bien au contraire passer l'étape de test. Donc vous voyez une puissance de raisonnement qui est proche de celle ben, d'un testeur qui teste manuellement une application. Alors, bon, je vous ai mis le cas de test, hein, mais c'est pour vous indiquer la description classique. Hein. On a des étapes de test, des résultats attendus, et tout ça, c'est exploité par l'agent de testeur virtuel. Alors, je suis passé assez vite hein, pour qu'on gagne du temps, mais là, donc la vidéo se déroule, c'est un enregistrement, donc on est sur l'application. On a pris d'ailleurs un test en français, mais on l'exécute sur l'interface en anglais parce que finalement, il est capable de faire ça. Et vous voyez, il a commencé par identifier qu'il fallait faire un go-to, c'est-à-dire aller pour aller sur l'application. Le premier pas était réussi avec succès. Le deuxième pas, c'était de trouver le sélecteur pour donc les informations relatives à la description. Et puis là, il a un peu pétouillé ici sur cette étape-là, là, et donc il a recommencé, cette fois en retrouvant mieux le sélecteur et en allant passer les bonnes informations. Puis voilà, il continue hein, donc pas à pas, c'est-à-dire que l'ensemble des étapes de test, des pas de test, y compris les résultats attendus, sont réalisés pas à pas, avec certaines fois où il n'y arrive pas et où il recommence. Là, on voit qu'il arrive à passer donc la marque de la voiture, l'option, le type d'énergie, enfin là c'est du diesel, etc. Vous voyez? Bon, il finit par
arriver à la conclusion. On voit en parallèle l'agent qui s'exécute, hein, qui a rempli les zones et puis, mais vous voyez, derrière ça, je n'ai pas un framework de test au sens, où il y a eu un automaticien qui a codé. Je suis pas en train de vous montrer, le code par un automaticien, enfin l'exécution. Ce que je vous montre, c'est effectivement l'agent qui interprète les pas de test, décrits, en langage naturel, qui utilise les outils mis à sa disposition, qui réalise les actions et qui derrière, arrive à une exécution, complète du test. Avec ici, en l'occurrence, il arrive au bout et voilà. Donc c'est assez bluffant, hein, faut dire ce qu'il a. Alors où est-ce qu'on en est? Là-dessus, bah, on est au stade de démonstrateur, hein, on n'est pas encore au stade produit. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut y aller pas à pas, hein, mais on est en train de franchir des étapes et en particulier, là, on a un peu passé le cap des d'applications assez simples et on commence à s'attaquer à des applications, plus complexes avec, y compris des structures, enfin des structures, web un peu plus compliquées. Mais toujours avec des tests assez bien conçus, assez bien structurés, hein. Donc, et la vision qu'on porte, c'est une conception de test assistée par l'IA avec Yeast et puis, l'agent autonome d'exécution qui bien sûr fera son reporting. Donc vous voyez, ça vous donne un exemple, hein. Je veux dire, c'est mon objectif ici, c'est de vous montrer, que l'IA générative peut être utilisée en requête simple, mais qu'elle peut être utilisée dans des applications et que parmi ces applications, il y a les agents IA et que ça ouvre des belles perspectives et que voilà, ça évidemment nécessite, la mise au point du travail, de l'ingénierie, hein, mais voilà, les perspectives sont clairement sur la table. Alors, il y a 2 sujets que je veux traiter, hein, avant qu'on échange et je suis un peu en retard, un peu comme d'habitude d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de matière, hein. Le 1er sujet qui nous reste sur ces 2, c'est donc fine tuning. Alors fine tuning, c'est quoi? C'est que on a des grands modèles qui sont préentraînés et puis, il y a des techniques pour finalement adapter ces modèles-là à une tâche précise et le message, donc je vais être un peu en synthèse, hein. On a nous cette expérience-là dans le produit Gravity où on utilise un modèle plus petit, donc, de la boîte française Mistral, donc le plus petit modèle de Mistral, qui fait quand même déjà 7 000 000 de paramètres, donc c'est 7B, ça veut dire 7 000 000 de paramètres, ce qui est mais c'est quand même un petit modèle, hein, beaucoup plus petit que GPT-3.5 par exemple, que vous pouvez utiliser, chez OpenAI et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que quand on l'adapte, on fait une phase d'entraînement complémentaire, hein, voilà, c'est ce que dit ce schéma-là. Je pars de Mistral. C'est une tâche qui consiste à analyser des traces pour, les décrire et en lui faisant une phase d'entraînement complémentaire, mais avec quelques centaines, d'items, hein, pas du tout les milliards d'informations initiales, juste quelques centaines, donc des choses qui sont faciles à mettre au point, eh bien, j'obtiens des résultats aussi bons qu'un très gros modèle sur cette tâche-là. Donc c'est très important parce que ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser des très gros modèles. Si on a une tâche bien précise, on peut, voilà, adapter, fine-tuner donc un modèle, plus petit et ça sera beaucoup plus économique, hein. Ce modèle est open source, on ne paye pas pour son exploitation, voilà. Donc voilà, c'est sur la table, hein. Ce sont des techniques importantes, ce sont des techniques que nous, on utilise par exemple pour justement diminuer les coûts d'opération. C'est ce que j'ai résumé ici, hein. C'est-à-dire, ça a de la valeur de pouvoir, fine-tuner, adapter un modèle, plus petit. Ça permet aussi de travailler sur l'amélioration de la performance, justement, avec cette phase d'entraînement complémentaire. Mais il y a quand même des difficultés parce que ça demande une ingénierie avec, des compétences, on ne sait pas toujours expliquer dans les résultats ce qui tient de l'apprentissage initial et du fine tuning. Donc on peut, la qualité des données est très importante. Donc voilà, il y a quand même des sujets, un petit peu difficiles. Le dernier sujet, donc vous voyez, j'ai un petit peu accéléré, hein, donc fine tuning, c'est adapter des modèles à un usage particulier, ça a beaucoup de valeur. Et puis le dernier sujet, c'est que il faut opérer. Opérer, ça veut dire quoi? C'est que quand on fait une application, bah, par exemple, avoir une infrastructure, mais aussi une chaîne
d'opérations qui permettent de faire en sorte que ça soit disponible au sein de l'entreprise et que ça, ben, ça nécessite d'y penser assez tôt dans la réflexion autour du développement d'applications basées IA générative dans notre, par exemple pour les tests, de façon à pouvoir avoir finalement quelque chose d'utilisable et de performant à l'arrivée, hein. Et euh, je voudrais dire au passage que l'IA générative, comme vous le voyez, offre plein de promesses, mais que évidemment, il y a un ensemble de conditions de bon usage, dont évidemment les questions opératives, mais on a vu aussi les questions liées au prompting, et que ça nécessite de définir clairement une stratégie, hein. Quelle priorité on se donne, comment on s'organise, comment on forme les gens, etc. Et que on en fera le sujet d'un prochain webinaire. Alors, pas aussi proche que les deux qu'on vient de faire, puisqu'on laissera passer la journée française des tests logiciels, là, qui a lieu les 10 et 11 juin. Il y a plusieurs sujets autour de l'IA, mais voilà, je pense que fin juin, on vous passera la date. Parce que vraiment, définir une stratégie dans l'organisation QA, par exemple, c'est vraiment très important pour faire les choses de façon maîtrisée et rationnelle. Voilà, donc j'ai fini, hein, je vous donne le lien sur la formation parce que évidemment en 45 minutes, hein, on peut pas rentrer dans tous les aspects, dans tous les détails et puis tout présenter, mais voilà, vous avez cette formation à votre disposition. Et puis je suis ouvert aux questions. Donc Orlan, je crois que je vais avoir besoin de toi pour m'aider sur les questions, pour qu'on soit sûr de tout traiter. Oui, très bien, pas de souci. Alors, on peut commencer déjà avec la question de Eddy, qui nous parle du taux de couverture de code ou des exigences. Est-ce que tu peux, Alors oui, si bonjour tu Eddy, les hein, vois? on se connaît dans une vie antérieure. Bonjour Eddy, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, de fait. Alors, en fait, la question m'inspire vraiment le message suivant, qui est qu'un des points clés de l'intégration de l'IA générative est la question de l'évaluation des résultats de l'IA générative. C'est-à-dire, finalement, OK, ça me donne des tests, ils ont l'air sympas, mais comment j'évalue cette performance-là, la couverture des exigences, couverture de code, et en fait, en fonction de la tâche que l'on va faire à l'IA, les réponses seront différentes et c'est des fois pas très évident. C'est pour ça que je dirais que d'une manière générale, euh, il faut considérer l'IA un, comme un assistant, deux, considérer que l'IA est source d'erreur et que vraiment, c'est c'est au service d'eux, quoi. C'est pas mon remplaçant, hein. C'est vraiment important. Après, est-ce que on va faire de la couverture du code ou de la couverture des exigences? Bah, ça va dépendre évidemment de ce que je vais générer comme test. Si je génère des tests unitaires en code, et ça marche très bien, hein, c'est assez impressionnant cet aspect génération de tests unitaires. Là, je m'intéresserai à la couverture de code et je pourrais la mesurer. C'est plutôt un bon cas d'usage du point de vue de l'évaluation. Les exigences sera un peu plus compliqué. Donc voilà, cette question vraiment amène le point que vous devez absolument aborder. Comment j'évalue les résultats d'une tâche donnée à l'IA? Et il n'y a pas une réponse, il y en a plein qui vont dépendre finalement de ce que vous lui faites faire. Mais j'y étais un peu long. Orlan, tu veux qu'on... Non, tu peux Alors, enchaîner. ouais, je Ensuite, il y a une m'intéresse à question assez l'intégration. intéressante. Ouais, Vas-y, je t'en prie. ouais. Donc, je m'intéresse à l'intégration des données pour l'entraînement des modèles d'IA dans un cadre agile, où il y a moins de documentation. Alors, en fait, qu'est-ce qui a changé récemment entre l'IA, le deep learning et toutes les méthodes d'IA d'il y a 4-5 ans et ce qu'on fait maintenant? Ben, le gros changement, c'est que les modèles sont pré-entraînés sur des très grands corpus de données. Et avec, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le modèle Claude 3 de Anthropic, qui est vraiment très bon,
il a rencontré plein de cas de test en BDD, par exemple. Hein. Si on parle en agile et en BDD, en format Gherkin, il en a rencontré plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est plus question de faire de l'entraînement à proprement parler, mais plutôt de la mise en contexte. Et donc en fait, je dirais que la première chose, c'est de considérer cette puissance-là en utilisant nos données comme des données de contexte qui sont passées à l'IA dans la requête. Et vous verrez qu'il sait les prendre en compte, du coup, et on obtient des réponses pertinentes. Après, il ne s'agira pas vraiment d'entraînement, mais plutôt de fine-tuning. Donc, le fine-tuning est donc le fait d'adapter le modèle, mais sur des tâches vraiment particulières. Donc, dans des cas précis. Donc, pour répondre à Rachid, finalement, le fait qu'on n'ait pas autant de données qu'avant n'est pas vraiment de documentation, n'est pas un problème. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on n'est plus dans la situation d'un apprentissage avec, on parlait tête zéro, on part avec des modèles pré-entraînés et qui connaissent déjà les tests, qui savent déjà ce que c'est que, par exemple, un cas de test, un code de test en Python ou un cas de test BDD. Voilà, donc pas de souci à se faire avec cette problématique du volume de la donnée dans les LLM, hein, je veux dire dans les LLM. Alors, euh, donc j'ai donné un exemple de fine-tuning, mais peut-être pas assez précisément. Hein. Ce qu'on a fait, l'expérience qu'on a nous aujourd'hui à Smart Testing, dans le cadre du produit Gravity, est qu'on va collecter des traces d'usage anonymes et aussi des traces de tests, et ce sont des données techniques. Et les LLM vont nous permettre de donner une description, un nom, et même de pouvoir traduire ça en cas de test écrit. Et ça, c'est une tâche assez particulière parce qu'il faut appréhender une donnée technique de départ qu'ils ne connaissaient pas et le fait d'entraîner le modèle donc la Mistral 7B à cette donnée-là a donné de très bons résultats. Donc voilà, c'est un exemple de tâche. Donc vous voyez, le fine-tuning est là pour quelque chose d'assez précis. Euh, Peut-être je rebondis sur ce slide-là, et un peu en complément. Vous voyez, ça compare, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si ça cache. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran, Orlan? Est-ce que vous le voyez? Ouais, ouais, ton slide sur le RAG versus le Voilà. fine-tuning. Mm. Alors, c'est parce que ça rejoint cette question-là, c'est assez important. En première intention, il faut utiliser du RAG. Le RAG, c'est ramener les informations de projet. Le fine-tuning, c'est déjà plus complexe, mais ça n'a pas le même objectif. Le RAG permet d'être en lien avec les données de l'entreprise, de l'organisation et de pouvoir améliorer la pertinence des réponses. Le fine-tuning a plutôt été utilisé pour des tâches précises sur lesquelles finalement le modèle n'a pas eu beaucoup d'apprentissage sur ce type de données. Et donc, vous voyez, hein, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que pour de la pertinence factuelle, c'est vraiment du RAG. Après, les deux peuvent être complémentaires. Hein, on voit ici un complément entre donc ouais, enfin non, le RAG est meilleur sur ces tâches-là, ce qui est normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, fine-tuning, c'est éventuel. On n'a pas souvent besoin de faire du fine-tuning. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, parce que le fine-tuning, c'est beaucoup plus technique. Alors que finalement, le, le RAG est quand même quelque chose d'assez basique. Hein. Voilà. Bon, j'ai montré ce slide-là puis vous avez le lien. Hein. Vous aurez le lien là pour compléter l'information. Euh, donc il y a Vincent qui pose la question suivante. Alors, en fait, Vincent, je dirais que si on a des cas déterministes, alors il ne faut pas utiliser de l'IA générative. Non, il faut utiliser un bon vieil algorithme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la magie, le pouvoir, la puissance enfin, de ces modèles-là, c'est qu'ils ont été nourris avec tellement d'informations que ça va permettre d'avoir une vraie créativité, de générer des choses nouvelles. Et que si on est déterministe, alors c'est de l'algorithmique, c'est pas de l'IA générative qui n'est pas du tout algorithmique. Hein. Et donc, bien sûr qu'il y a des difficultés. C'est-à-dire que
Du coup, comme cette IA s'appuie sur énormément de données, que c'est des process stochastiques, on va dire, donc non déterministes, j'ai beaucoup de... Bien sûr, ça peut faillir et ça faillit, mais en même temps, ça donne souvent beaucoup de valeur. Donc, il faut profiter de cette valeur-là sous le contrôle de l'ingénieur. Voilà mon. Et si c'est déterministe, bah, faisons de l'informatique classique parce que ça coûte quand même très cher d'utiliser un grand modèle, très cher en énergie, en coût d'abonnement, etc. Vous voyez. Je ne sais pas si mon message était clair, mais je veux dire, là, il y a vraiment une puissance nouvelle, hein, avec les grands modèles préentraînés et on a beaucoup de valeur à aller chercher en termes d'accélération et de productivité. Mais il faut accepter ce qui vient avec, hein, c'est-à-dire non, ça ne marchera jamais à 100%. Oui, le chef, c'est l'humain, c'est pas l'IA. Oui, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à notre service. Merci Vincent. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que y a quelqu'un qui va encore poser une question? On a le temps pour une dernière question. Alors, écoutez, j'en profite pour vous montrer ça. Je l'ai extrait, j'ai découvert ça ce matin. Vous voyez, c'est tout frais. En fait, c'est le baromètre 24 d'IFOP avec une ESN. Euh, et qu'est-ce que ça montre? Bah, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. D'abord, c'est que 70% des 18-24 ans utilisent personnellement l'IA. Alors, je sais pourquoi faire, hein. C'est pour faire leur devoir scolaire en clair, hein, ou universitaire. Ce qui est évidemment un effet pervers, mais quand même, ça situe une habitude qui est en train de se créer chez cette génération-là, contre 22% sur les 35 ans et plus, et que 44% reprennent les résultats des IA génératifs tels quels sans les modifier, ce qui m'inquiète beaucoup. Enfin, pas que ça m'inquiète, mais vous voyez qu'on connaît voilà, la versatilité. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une adoption massive de l'IA générative, en particulier par les plus jeunes, et que nos organisations, elles ont intérêt vraiment à se saisir de la chose, à le maîtriser, à développer des stratégies, à la fois pour bénéficier des effets de productivité, et puis aussi pour le maîtriser, que ça soit pas du grand n'importe quoi. Voilà. Parce que quand même, il y a un petit risque que ça soit un peu, comment dire, un usage pas bien maîtrisé, quoi, hein, en clair. Donc il y a des savoir-faire à acquérir, il y a des garde-fous à mettre, il y a aussi de la valeur vraiment à utiliser, enfin, à aller chercher. Voilà. C'est ce que m'inspirait comment dire, ces résultats d'enquête qui valent ce qu'ils valent, hein, c'est 1130 personnes, je crois, qui ont été interrogées, mais qui montrent quand même qu'il se passe quelque chose. Voilà. Ben voilà. Je vous remets cette belle formation. Ça m'intéresse de vous voir tous en formation pour dialoguer avec vous, échanger concrètement sur des cas réels, hein. On a 8 ateliers concrets à la fois du prompting et puis des aspects aussi applicatifs, tous dédiés à du test. Merci à vous, du coup. Hein, on va clôturer là s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, bah, pour comment dire, le prochain webinar que j'ai évoqué, hein, sur définissons notre stratégie d'IA générative dans notre organisation de test. Donc, quelles sont voilà, les différentes facettes, les enjeux, les alternatives, les scénarios possibles. On vous informera de la date. Puis peut-être qu'on se verra à la journée française des tests logiciels. Du coup, Et on n'hésitez pourra. pas à la suite de ce webinaire de répondre à la petite enquête qui va s'afficher automatiquement lorsque vous fermerez cette Ouais, fenêtre. ça nous est très utile. Voilà, ça Très nous est très utile. utile. Merci à vous. À une prochaine alors, hein. Au revoir.